vais introduire cette séance avant de céder la parole à Aurélie Trouvé et puis ensuite à Ève Fouilleux. Aurélie Trouvé est maîtresse de conférence à AgroParisTech et présidente d'Attaque. Tu es encore présidente ou non, ancienne présidente d'Attaque. Et Ève Fouilleux est ingénieure agronome de formation initiale, directrice de recherche en sciences politiques au CNRS et chercheuse associée au CIRAD. Voilà. Alors moi je ne me suis pas présenté, je suis Gaël Pimcock, je suis économiste à l'INRA à Toulouse et je travaille à l'INRA, mais je ne connais pas grand-chose aux questions de politique agricole commune, même presque rien. Donc du coup je me suis dit que peut-être une chose à faire pour introduire la séance, ça aurait été de présenter quelques éléments de la politique agricole commune pour qu'on parte un peu tous sur des mêmes bases. Donc voilà, en fait, la PAC, c'est un dispositif de soutien à l'agriculture européenne, qui est un des plus vieux dispositifs de politique européenne, puisqu'elle est créée dès le traité de Rome en 1957. Elle est effective depuis 1962, avec l'objectif, bon, les objectifs ont un peu changé, mais en gros, d'assurer la production alimentaire européenne après la Seconde Guerre mondiale. Donc pour donner un ordre d'idée, la PAC, c'est à peu près un tiers du budget européen, et je crois que les chiffres, c'est à peu près 387 milliards d'euros sur 7 ans pour cette nouvelle version de la PAC. Vous me corrigez si j'ai des bêtises. Et évidemment, il y a des enjeux qui se posent parce que c'est négocié à l'échelle européenne, donc il y a des enjeux d'équité, de redistribution ou d'allocation après entre les pays, donc j'imagine que ça doit frotter fort. Le premier bénéficiaire de la PAC, c'est la France, et de loin, avec 18% des fonds alloués, puisque le deuxième, c'est l'Espagne, avec 12%. À peu près. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur le fonctionnement, d'abord parce que j'en serais bien incapable. Simplement pour vous dire qu'il y a essentiellement deux piliers de financement de la PAC. Il y a un pilier qui est plutôt axé sur le soutien au marché et un pilier qui est plutôt axé sur le développement rural. Ces deux piliers qui sont très inégaux, puisque le soutien au marché, c'est à peu près 70% du budget. Alors c'est pour les anciennes versions de la PAC, je ne sais pas comment ça évolue là actuellement, et 30% pour le soutien au développement rural. Avec la difficulté qu'en fait, les fonds qui sont versés pour le soutien au marché, donc c'est 70%, il y en a 85% qui sont liés à la taille des exploitations, et 15% qui sont liés à la production. Donc, quelle que soit la production, en fait, il y a 85% du budget de ces 70% qui sont alloués directement aux agriculteurs en fonction de la taille de leur exploitation. Du côté du développement rural, on a essentiellement des fonds qui sont alloués pour la modernisation, pour les aides à l'installation, pour la conversion au bio, voilà, toutes ces choses-là. Mais c'est essentiellement un volet qui est cofinancé par les États. Donc ça pose énormément de problèmes, j'imagine, et de questions. Et puis la question du renouvellement de la PAC, c'était essentiellement la mise en conformité de cette politique avec les engagements pris à Paris, voilà, climatiques. Donc la question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure est-ce que cette nouvelle PAC, elle nous tient ses engagements, dans la mesure notamment où, dans les anciens volets de la PAC, très peu de subventions étaient éco-conditionnées, donc il y avait assez peu de conditions écologiques pour verser ces subventions. Alors on nous promet là 78% d'aides conditionnées sur cette nouvelle PAC, 90% pour la France, j'ai lu dans l'article du Monde là récemment. Alors effectivement, donc on peut se poser des questions. Est-ce que cette PAC, elle tient ses promesses écologiques et climatiques? Est-ce qu'on peut le dire d'après le texte, ou est-ce qu'il faut attendre la mise en application pour vraiment avoir une évaluation, ou les premières mesures? Dans quelle mesure la mise en application laisse des marges de manœuvre aux États? Ça peut aussi être cette question-là. Est-ce qu'on a finalement des trous d'opportunité? Comment la PAC est mise en œuvre? Voilà, ça c'est des questions qu'on peut se poser aussi. C'est un texte qui est pris au niveau communautaire, mais il doit y avoir toute une chaîne de mise en œuvre avec des relais, des opérateurs qui répercutent les décisions, ce texte réglementaire, ce texte de cadrage. Voilà, est-ce que dans cette chaîne d'opération, il n'y a pas une opportunité aussi, ou des risques, sans doute plus d'ailleurs? Voilà, c'est toutes ces questions-là que je vous laisse, avec lesquelles je vous laisse. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, peut-être on s'en saisira par la suite dans le débat. Merci. Pardon. Je sais pas quand je parle. Oui, non, ça c'est pour l'enregistrement. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc Aurélie Trouvé, merci beaucoup pour l'invitation à ce séminaire d'écologie politique. Donc c'est vrai qu'on
Au départ, on devait venir il y a 1 an et puis il y a eu entre-temps, évidemment, la crise sanitaire. Je suis très heureuse d'être là, puis en plus d'intervenir avec Eve Fouilleux, avec qui on se connaît depuis un certain temps maintenant. Voilà, et alors je vais me présenter donc un peu plus. Donc, je suis enseignante-chercheuse en économie à l'école d'agro de Paris, donc AgroParisTech, qui est une école d'ingénieurs agronomes, mais je suis agronome également de formation. Ça fait à peu près 15-20 ans, depuis ma thèse en fait, que je travaille sur la PAC. Avec, par ailleurs, du coup, c'est aussi les cours que je fais, mais c'est aussi, disons que j'ai eu un fort, je l'ai toujours, une forte activité d'expertise. Et donc, bon, je pourrais en parler, mais y compris de l'intérieur, en vivant de l'intérieur, quelque part, les négociations sur la PAC, parce qu'à un moment donné, j'étais conseillère du commissaire européen à l'agriculture quand c'était Dacian Ciolos. Et puis, en ce moment, je suis quand même assez active, en tout cas, je suis pas mal ce qui s'appelle la plateforme pour une autre politique agricole commune, où on retrouve un grand nombre, j'en reparlerai, mais voilà, j'ai été active aussi dans sa reconstruction, on va dire ça comme ça, où on retrouve un certain nombre, en fait c'est une coalition assez nouvelle, où on retrouve à la fois, je dirais, le développement agricole, entre guillemets, alternatif, Confédération paysanne, les CIVAM, etc., mais aussi les ONG environnementales, des ONG de solidarité internationale, ONG de consommateurs, que choisir, etc. Voilà. Mais je pourrais en redire 2 mots, mais justement, vous le verrez, mais c'est aussi l'idée d'essayer de casser un peu, en tout cas, le compromis qui est très stable actuellement, et je vais en reparler. Du coup, voilà, moi, ce que je vous propose d'aborder là, alors, j'avais prévu plein de graphiques et tout, je vous avoue que c'est la première fois que ça m'arrive, mon ordi est en rade depuis 14 heures hier, donc je fais avec les pauvres diapos que j'avais déjà préparés. Voilà, et donc je vous prie de m'en excuser. Donc ce que je vous propose, c'est d'aborder donc la question de la PAC, et alors j'ai appelé ça néolibéralisme vert, grandeur et décadence, surtout pour vous parler de l'évolution. En fait, je vais essayer d'aborder la PAC à travers l'évolution des compromis autour de la PAC et ce qu'il en résulte en termes de politique publique. Donc je vous expliquerai peut-être 2 mots sur le cadre analytique, quelques mots aussi sur l'actualité. Du coup, je rebondis sur ce que tu as dit à propos de la nouvelle réforme de la PAC. Donc vous savez qu'avant-hier, il y a eu le vote, il y a 3 jours, le vote au Parlement européen sur la réforme de la PAC, donc au niveau européen. Mais bon, on connaissait à peu près le contenu depuis cet été. Mais ce qui va être extrêmement important, et je vais réexpliquer pourquoi, ça va être la version nationale, les versions nationales. Tout simplement, on le verra parce qu'il y a vraiment, de mon point de vue, une renationalisation en règle, ou en tout cas une politique agricole de moins en moins commune. Et ce qui sera décisif, c'est surtout l'application nationale. À vrai dire, je vous en parlerai pas mal parce qu'on connaît déjà le contenu quasiment, puisque le plan stratégique national, c'est-à-dire l'application nationale, doit être rendu pour le 1er janvier 2022. Donc on connaît à peu près, on connaît tous les grands arbitrages, et même les arbitrages les plus fins, parce qu'on a 600 pages à disposition. J'avoue que je n'ai pas tout lu encore, mais voilà, on connaît à peu près, on connaît quand même beaucoup d'arbitrages déjà au niveau national. Et alors, malheureusement, j'ai envie de dire que ça confirme mes analyses sur l'état des compromis. C'est-à-dire, ce que je vais essayer de développer, c'est l'idée qu'il y a eu d'abord un compromis, disons, où les intérêts, je vais en reparler, où un groupe social que j'appelle néo-mercantile a dominé jusqu'à la fin des années 80-90, puis une domination d'un groupe social néolibéral, mais qui a tenté des alliances différentes pour pouvoir se maintenir. Il y a eu, en tout cas, une tentative d'alliance avec les intérêts environnementaux, voilà, mais qui, en fait, n'en est resté, à mon avis, n'a été que de l'ordre de la marginalité, en fait. Et en fait, le compromis qui est vraiment en cours, en particulier en France, alors c'est compliqué de parler d'un compromis communautaire quand on a une politique agricole de moins en moins commune. En tout cas, le compromis en France, pour moi, il est alors de plus en plus clairement, et là c'est très très clair depuis le nouveau gouvernement, on a clairement un compromis entre néolibéraux et néo-mercantiles, et quelque part même plus avec la tentative d'afficher un compromis avec les intérêts environnementaux. C'est-à-dire ce qu'il y a pu y avoir comme tentative d'affichage, voire d'intégration à la marge, cette fois-ci, depuis 4 ans, c'est clairement remis en cause, quoi. Il y a même plus de tentative pour moi de greenwashing, quoi, en fait. Donc il y a eu un léger verdissement,
Mais pour moi, en tout cas à l'échelle française, il n'y a même plus de tentative de greenwashing, quoi. Les choses sont très très claires. Je réexpliquerai pourquoi à travers la dernière réforme, les plans stratégiques nationaux. Voilà, donc quelques mots sur le cadre analytique. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais simplement pour vous expliquer comment j'aborde les choses. Donc à travers, bon, moi c'est un ensemble de travaux que je vais essayer de réutiliser des travaux que j'ai faits depuis une quinzaine d'années, mais surtout aussi les travaux des autres, évidemment. Puis je vais essayer du coup d'actualiser, de vous parler pas mal de cette nouvelle réforme, puisque c'est l'actualité. Mais ça prolonge en fait les analyses que j'ai pu faire, qu'on a pu faire avant. Je vais m'appuyer sur plusieurs travaux, programmes de recherche auxquels j'ai pu participer. En gros, ce sur quoi je m'appuie en général, enfin, ce sur quoi je m'appuie en tout cas depuis 15 ans, c'est à la fois des entretiens avec des acteurs institutionnels, une analyse un peu fine des règlements et de l'évolution des règlements sur les politiques agricoles, des budgets, l'évolution budgétaire. Et puis, dernier élément important, depuis une petite dizaine d'années, je suis dans une équipe qui s'appelle l'équipe d'agriculture comparée et qui s'appuie beaucoup sur ce qu'on appelle des diagnostics agraires. Donc c'est vrai que mes collègues sont plutôt agronomes ou agroéconomistes, mais en tout cas on s'appuie sur ce qu'on appelle des diagnostics agraires, c'est-à-dire des analyses fines des systèmes de production avec des entretiens poussés à l'échelle des exploitations, ce qui permet de comprendre aussi les effets de ces politiques agricoles sur les systèmes productifs. Donc j'essaye en tout cas de faire un lien entre l'évolution de ces mesures et les effets que ça peut avoir sur les systèmes productifs. Voilà, et donc pour finir là-dessus, donc bon, là c'était pour vous montrer à peu près comment je considérais les politiques agricoles, parce que dans le cadre de mes travaux, donc je m'inscris depuis le début de mes recherches dans un cadre régulationniste, dans le cadre de la théorie de la régulation, qui me permet aussi d'aborder la question des politiques agricoles en lien avec les autres dispositifs institutionnels agricoles, mais aussi en lien avec le régime économique du secteur agricole, y compris la dynamique productive, et puis surtout en l'inscrivant dans un mode de développement et un mode de régulation plus global. Voilà comment je l'aborde, et puis surtout aussi alors là, j'ai pris des références de politologues, mais y compris en essayant d'aborder les politiques agricoles comme produits de compromis institutionnalisés entre différents groupes sociaux. Et je vais indiquer, moi, ceux que j'utilise sur la politique agricole commune, compris comme un rassemblement d'agents hétérogènes, mais qui ont en commun des intérêts et des demandes similaires. Et donc ce produit des médiations politiques entre ces demandes, c'est aussi des groupes qui portent différentes représentations et qui aboutissent à différentes politiques agricoles que je définis en fonction d'un cadre organisationnel, d'objectifs affichés ou implicites et d'instruments à la fois budgétaires et réglementaires. Alors, je l'ai résumé ici, mais ce que j'utilise dans les groupes sociaux qui se confrontent sur les politiques agricoles, donc je définis on reverra ça, mais les intérêts néo-mercantiles. J'ai pas mis le. Pardon, tu regarderas le temps parce que j'ai peur de. Voilà, non mais c'est bon. Non mais il n'y a pas de souci, je viens de le mettre, du coup je ferai gaffe de ne pas être trop longue. Donc je pars des intérêts néo-mercantiles. Bon, je l'ai résumé et franchement il faudrait que je le fasse beaucoup plus finement, mais grosso modo rassemblés autour du syndicalisme agricole majoritaire. Mais en tout cas qui, on le verra, a une forte demande, c'est celle de développer la production agricole, les exports, mais aussi de maintenir les revenus agricoles à travers et avec des instruments de soutien des exploitations les plus productives, des investissements, etc. Ensuite, on le verra, je le détaillerai plus tard, mais je précise un groupe social qui est le groupe social néolibéral, les environnementalistes et ce que j'appelle les socio-environnementaux, où je mets globalement la plateforme pour une autre PAC au niveau français. Voilà. Mais bon, en fait, moi, je vais pas faire, je vais justement pas l'aborder à travers les lunettes des sciences politiques. Et bon, on a d'autres collègues, Eve, ou par exemple Smith et Ansaloni, qui reviennent sur tous ces compromis sur l'histoire longue de la PAC. Là, je vais plutôt essayer d'aborder vraiment les mesures de politique agricole en lien avec l'évolution de ces compromis. Et je vais repartir. Alors oui, vous dire aussi que du coup, moi je travaille sur des analyses, mais qui est une approche très régulationniste pour le coup, sur des analyses historiques et sur une comparaison des compromis entre espaces régionaux et nationaux.
donc sur une analyse comparée à l'échelle internationale autant que je peux. Vous dire aussi, donc, bon, je conçois un compromis politique quand en fait les groupes sociaux dominés voient leur contestation, enfin leur position minoritaire dans l'espace politique et quand ils sont dans l'incapacité de remettre en cause le bloc social dominant. Je dis ça parce que du coup je vais repartir de l'histoire rapidement de la PAC pour arriver au compromis actuel, de mon point de vue. Donc je repars du compromis des années 50 dont tu as parlé jusqu'à la fin des années 80, début des années 90, mais que Ève, tu as longuement détaillé, notamment dans tes travaux de thèse et ensuite, voilà, autour donc d'un groupe néo-mercantile, de mon point de vue, qui prévalait, avec des demandes qui correspondaient aussi à un contexte particulier de sécurité alimentaire, de transfert de main-d'œuvre vers l'industrie et les services, mais c'était aussi un compromis entre États membres, d'une certaine façon avec les États-Unis et d'une certaine façon entre secteurs productifs. Et compromis qui a été remis en cause à la fin des années 80, début des années 90, pour différentes raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir ici, parce que sinon je n'aurai pas le temps de finir ce que j'ai à développer sur la période actuelle, mais grosso modo qui tenait autour de 4 outils de régulation de marché. Un outil qui est les prix minimums garantis, des droits de douane variables, des aides aux exportations et, pour certains secteurs, pour certaines productions, la régulation des volumes de production dans le lait ou le sucre, par exemple, et même sur les céréales avec le gel des terres. Du coup, ce compromis-là, il a été remis en cause et fin des années 80, début des années 90, avec une domination progressive du groupe social néolibéral, avec sur le plan économique une conséquence qui est l'alignement des prix intérieurs européens sur les prix internationaux. C'est ça la grande conséquence, c'est qu'on aligne les prix intérieurs sur les prix internationaux. Et donc avec des outils avec des outils de marché qui désormais ne doivent plus être des outils d'intervention directe ni sur les prix, ni sur les volumes de production, ni sur les échanges, même si effectivement il reste des droits de douane actuellement qui sont relativement plus élevés que dans les autres secteurs. Mais de toute façon, ces droits de douane ils ont été attaqués par l'accord de l'OMC dans les années 90, mais aujourd'hui par la multiplication des accords de libre-échange bilatéraux, qui fait que de toute manière, chacun de ces outils de régulation ont été remis en cause totalement ou partiellement. Et les nouveaux outils de régulation, il en reste, mais ils sont soit extrêmement faibles, c'est-à-dire des prix garantis tellement faibles qu'on n'appelle plus ça des prix garantis qui n'ont plus d'effet sur la stabilisation des prix, ou des outils de régulation de marché, des outils qui viennent ex post, c'est-à-dire qu'on laisse les prix toujours varier, mais ils peuvent arriver ensuite, type une réserve de crise budgétaire, je reviendrai là-dessus, mais en gros ça vient ex post. Ça vient après variation des prix, ou des outils qui passent par des coordinations privées. Donc on verra ça, mais contractualisation, organisation des producteurs entre eux, appui aux assurances privées, aux fonds de mutualisation. Mais donc c'est une nouvelle forme de régulation, disons beaucoup moins forte, on va dire, et qui vient toujours pour moi ex post, quoi. Donc bon, moi je me donne souvent ce graphique-là, mais pour expliquer... Ça, on le fait chaque année avec mes collègues des chambres d'agriculture, mais c'est sans doute sur le lait, parce que alors j'explique, moi j'ai beaucoup travaillé sur le secteur laitier, parce que pour moi c'est un cas d'école, parce que c'était un secteur, peut-être c'était le secteur le plus régulé par la PAC, donc il y a eu quelques grands secteurs régulés, le lait bovin, la viande bovine, les céréales et le sucre, et sans doute le lait était le plus régulé, parce qu'il y avait des quotas de production par ailleurs dessus. Ce qu'on peut voir ici, c'est... Vous voyez, vous aviez des prix du lait payés aux producteurs jusque dans... Alors, le lait, ça a été dérégulé en dernier, avec le sucre, dans les années 2000-2010. Donc, justement parce qu'il y avait des quotas de production et que du coup, ça permettait de réguler ces volumes et de rentrer peut-être en crise moins rapidement que les autres. En tout cas, il y avait moins d'arguments pour le déréguler que les autres secteurs. Donc, au début des années 2000... Ça, c'est 2020, non, en 2007, là, voilà. Et là, on arrive en 2020. Et donc là, voilà, les prix du lait payés aux producteurs sont
sont très linéaires. En fait, donc, ce que ça montre quand même, c'est que le compromis jusque dans les années 80-90, et pour le lait jusque dans les années 2000, autour de la PAC, ça a quand même permis de diminuer les prix agricoles. C'est-à-dire que ça les a fortement diminués. Ce qui permettait d'ailleurs alors grâce à une très forte hausse de la production agricole par actif, parce que ça a été ça le nerf de la guerre, entre guillemets, jusque dans les années 80-90, le compromis tenait sur la très forte hausse de la production par actif. Et donc ça a permis une baisse très forte des prix agricoles. Donc en fait, le secteur agricole distribuait plus que ses gains de productivité, en fait, au reste du secteur économique. Et donc on voit les prix agricoles ne cessent de diminuer pendant toute la période, juste depuis les années 60 en fait, hein. Mais ils sont très stables d'une année sur l'autre, quoi. C'est-à-dire que en fait, on sait à quelle sauce, pour un producteur, on sait à quelle sauce on va être mangé dans les années qui suivent. Ce qui permettait d'ailleurs un fort investissement, enfin de booster les investissements. Et en fait, à partir du moment où on diminue les prix garantis, donc ça c'est les prix garantis sur les produits de stockage, le beurre et la poudre de lait, à partir de ce moment-là, les prix garantis deviennent tellement faibles, on appelle maintenant ça des filets de sécurité, que du coup, les prix de ces produits-là sont alignés. Les prix des produits de stockage varient avec les prix internationaux. Et donc, à partir de là, les prix payés aux producteurs varient de manière chaotique ou volatile. Bon, ça, je ne reviens pas sur toutes les analyses sur le fait qu'on a des marchés agricoles chaotiques et que si les prix ne sont pas régulés, en fait, ils varient de manière extrêmement importante par ailleurs. Donc voilà, et donc c'est saisissant quand même le contraste entre cette période de régulation et la période de dérégulation et ce que ça induit sur les prix, et donc sur potentiellement des crises de surproduction qu'on a ici. D'ailleurs, on voit bien, dès qu'on a dérégulé, on a eu une première crise de surproduction avec une chute des prix ici. Ensuite, ça va mieux, ça rechute, ça va mieux, et puis ça chutera sans doute dans 1 ou 2 ans, mais voilà. Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est que, voilà, donc on a bien une dérégulation des marchés forte, d'autant plus saisissante que dans l'Union européenne, donc nous on a fait d'autres collègues, on a mené notamment un projet de recherche pour le ministère de l'Agriculture sur cette dérégulation de marché et les conséquences. Et donc notamment on a fait une analyse comparée avec les autres grandes zones productrices de lait que sont les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Canada, et puis on a pris, alors le Canada dans une moindre mesure, et puis on a pris aussi l'exemple de la Suisse, où on observe qu'en fait l'Union européenne est allée beaucoup plus loin que les autres dans la dérégulation de marché. Et ça, il faut l'entendre, c'est-à-dire que par ailleurs, on est allé beaucoup plus loin que les exigences de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, qui n'est absolument plus, de mon point de vue, un argument de la dérégulation de marché, puisqu'on a des marges de manœuvre énormes par rapport à l'accord des années 90. Mais par ailleurs, on est allé beaucoup plus loin que les autres dans la dérégulation, parce que, y compris un pays comme la Nouvelle-Zélande, qui certes n'a plus d'outils de régulation de marché, s'est quand même débrouillé avant de déréguler pour avoir un monopole coopératif provenant, qui est par ailleurs la plus grande multinationale laitière du monde. Elle s'est débrouillée pour avoir un monopole coopératif qui provient d'une entreprise publique. Voilà. Donc avant de déréguler, elle met en place ce monopole coopératif de collecte qui est Fonterra. Les États-Unis ils ont des interprofessions sous la houlette des acteurs publics qui permettent de réguler les marges et les prix. Le Canada, alors là, c'est encore plus que ce qu'on avait nous dans les années 80-90. Et la Suisse, qui quand même a dérégulé comme nous, eux, ils distribuent 2 000 à 3 000 euros par hectare à leurs producteurs, quand nous, on en distribue 300 ou 400. Donc on ne joue pas tout à fait dans la même cour, quoi. Voilà, et donc en fait, dans l'Union européenne, et notamment en France, on met les producteurs en position de négocier seuls ou en petits groupes mal organisés face par exemple à Lactalis qui fait un quart de la collecte laitière et qui est une des plus puissantes multinationales laitières. Et donc je vais revenir là-dessus parce que l'argument c'est on va utiliser des outils de régulation privés pour répondre à tout ça, notamment en coordonnant, en faisant en sorte que les producteurs se coordonnent. Là on a fait des études notamment sur la contractualisation qui a été rendue obligatoire et sur cette fameuse organisation des producteurs entre eux qui ne marche absolument pas. En tout cas qui marche peu.
et qui fait que ça ne rétablit pas le rapport de pouvoir en faveur des producteurs. Donc une des conséquences de cette dérégulation de marché, ça a été d'amplifier le déséquilibre de pouvoir de marché entre les producteurs et l'aval, tout simplement. Alors donc ça, c'est pour l'avancée de ces compromis, de ces intérêts néolibéraux dans le compromis autour de la PAC, avec également le fait qu'on compense par des aides couplées puis découplées de la production. Ça veut dire quoi? C'est des aides versées par hectare qui sont censées ne pas agir sur les choix des producteurs parce qu'ils sont versés, quel que soit le type de production, quel que soit ce qu'on fait, quelle que soit la production faite sur l'hectare en question. Et ça, c'est censé être vachement bien parce que ça ne créerait pas de distorsion de concurrence. Je rappelle quand même qu'au niveau de la comptabilité nationale, les aides publiques de la PAC représentent 2/3 du revenu agricole, du résultat agricole français, quoi. Donc, en même temps, ça interroge quand même sur cette non-distorsion de concurrence quand 2/3 du revenu est composé, en fait, d'aides directes. En tout cas, on est censé donc le remplacer par des aides découplées qui sont censées correspondre à ce qu'on appelle la boîte verte de l'OMC, même si, je vous l'ai dit, on allait beaucoup plus loin que les exigences de l'OMC. Et pour vous montrer cette robustesse du compromis néolibéral, nous, on l'a montré avec d'autres collègues, à partir de cette crise du lait-là. En fait, ils ont tout essayé à ce moment-là au niveau européen, au niveau communautaire. Nous, à l'époque, on travaillait avec le ministère de l'Agriculture, c'était Stéphane Le Foll à l'époque le ministre. On travaillait avec le ministère de l'Agriculture et en lien avec la Commission européenne, avec quelques collègues chercheurs. Et en fait, ici, ils ont tout essayé, quoi, tous les outils de coordination privée possibles. Ensuite, ils ont essayé des mesures à la marge, quoi, type faire un tout petit peu... Parce qu'en fait, ça a été tellement violent que la chute des prix, qu'on ait réussi à refaire du stockage public. Parce que quand même, quand il y a une énorme crise de marché, ça atteint les prix garantis. Mais du coup, on s'est retrouvé avec des gros stocks de poudre dont on ne savait plus que faire parce qu'on n'a plus d'aide aux exportations et qu'on n'a plus de quota laitier qui permet de... Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, du coup, dans cette crise de marché de chute des prix, la seule façon d'enrayer ça, ça a été de mettre des aides au niveau européen aux fermes qui acceptaient de diminuer leur production laitière. Alors, comme on a enlevé les quotas laitiers, on se retrouve dans la mouise parce qu'on ne sait pas sortir de la crise de surproduction, mais on ne veut surtout pas remettre des quotas, même de manière conjoncturelle. On veut, donc, parce qu'il ne s'agit pas d'agir sur les volumes, mais quand même, il a fallu lâcher des aides européennes assez importantes à toute ferme qui acceptait de diminuer son volume de production. Mais, pour vous dire la robustesse du compromis, il était hors de question, en parallèle, d'obliger à diminuer cette... Par exemple, nous, on proposait de taxer les fermes qui, elles, augmentaient le volume. Il était hors de question. Et par ailleurs, l'Allemagne et quelques autres pays se sont dépêchés de produire des études pour montrer que ça n'avait pas été efficace, ces aides à la réduction de la production, et que surtout, il ne fallait jamais refaire ça, quoi. Voilà, donc pour vous dire qu'on en est arrivé à un point où on se retrouve avec une énorme volatilité des prix, on tâtonne, on n'a plus grand-chose pour y faire face, mais quand même, il ne s'agit pas de remettre une régulation forte en place. Je pourrais en parler avec la dernière réforme, voilà. Je vais en parler rapidement avec la dernière réforme. La dernière réforme, le Parlement, celle qui va avoir lieu, le Parlement européen a quand même pesé pour essayer de réintroduire des outils de régulation de marché, au moins à la marge, mais en fait, il n'a réussi qu'à réintroduire des outils qui sont reliés à des coordinations privées, c'est-à-dire élargir les compétences des organisations de producteurs avec des exemptions au droit de la concurrence européen. Voilà, c'est tout. Par exemple, les AOP, les appellations d'origine protégée, peuvent maintenant réguler leur volume de production, mais ça reste toujours au sein d'une interprofession. Et puis, une réserve de crise budgétaire, ça veut dire que quand il y a une crise, on a mis de côté un budget et puis on verse des aides aux agriculteurs quand il y a une crise. Maintenant, c'est super, on a des indicateurs de crise, donc on est content. Et puis, on a mis des observatoires de marché. On pense que ça va être génial sur tous les marchés et que ça va permettre d'avoir une meilleure transparence et une meilleure visibilité sur les marchés et que du coup, les acteurs économiques pourront mieux faire face, quoi. Voilà, mais quand, par exemple, le Parlement a voulu élargir le fait d'avoir des filets de sécurité sur plus de production, parce que là, il n'en reste que quelques-unes, où il a voulu, par exemple, qu'on intègre des conditions sociales et environnementales dans la protection aux frontières, ça a été balayé tout de suite, quoi. Donc, dès lors qu'on réintroduit vraiment de la régulation des prix, des échanges et des volumes, ça part tout de suite, quoi.
Voilà pour la robustesse disons, de ce compromis néolibéral. Maintenant, ce que je voudrais montrer, c'est la tentative d'alliance à un moment donné de ces intérêts néolibéraux avec des intérêts environnementaux face à la montée des préoccupations environnementales dans les années 80. Ce que je voudrais dire globalement, parce qu'il me reste déjà peu de temps, c'est qu'en gros, ces intérêts-là ont toujours été intégrés à la marge du point de vue en matière et les conséquences en matière de politique publique, ça a toujours été à la marge du point de vue budgétaire et réglementaire. C'est-à-dire que oui, pour les intégrer dans les objectifs affichés, mais voilà, sur le reste, ça ne doit pas remettre en cause globalement les politiques publiques qui découlent du compromis principal qui est dominé par les intérêts néolibéraux. D'ailleurs, tu connais ça très bien, mais dès le livre vert de Jacques Delors en 1985, les objectifs sont affichés, c'est à la fois l'orientation vers le marché et la prise en compte de l'environnement. Et bon, nous, on a fait tout un travail, par exemple, sur la représentation des biens publics dans la dernière réforme de la PAC, l'avant-dernière, celle qui a eu lieu en 2013, où rien que cette représentation des biens publics qui dominait à l'échelle de la Commission européenne disait ce que ça disait, ça disait beaucoup de ce compromis néolibéral vert, c'est-à-dire que la notion de bien public était vraiment comprise comme une intervention publique uniquement quand il y a bien public au sens non-exclusivité et non-rivalité ou externalité de marché. Mais donc cette intervention publique doit être toujours très circonscrite, voilà. Et surtout ne pas passer par une régulation de marché, quoi. Voilà. Et donc on peut le voir par exemple à travers, dans le second pilier, ce qu'on appelle les mesures agro-environnementales. Là on peut voir la faiblesse budgétaire qui reste, hein, qui se maintient. Et je vais donc une anecdote sur la dernière réforme sur la réforme de la PAC à venir et la position française pour vous montrer à quel point en fait ces tentatives de verdissement sont abattues, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est vrai, dans les années 90-2000, une tentative de prise en compte des intérêts environnementaux, mais qui est battue en brèche avec la réforme à venir et très clairement depuis quelques années au niveau français, on écarte même totalement ces intérêts-là. Par exemple, dans la dernière réforme, donc, il a été question de mettre au moins 30% des dépenses du second pilier sur les mesures agro-environnementales et le bio. Voilà. C'est la demande de la Commission européenne. Qu'est-ce qu'a utilisé la France en termes de marge de manœuvre dans les négociations? Elle s'est battue pour qu'on puisse compter les aides aux zones défavorisées, qui ne sont quand même pas des mesures agro-environnementales proprement dites, dans ces mesures environnementales, pour pouvoir ne pas respecter le seuil de 30%. Elle l'a obtenu. Ce qui fait que le budget alloué aux mesures agro-environnementales et au bio, eh bien, ne peut ne pas être augmenté. Or, il est aujourd'hui quand même relativement restreint. Pour les mesures agro-environnementales, on est à peu près à 5% du budget de la PAC, même un peu moins, avec une baisse en budget constant, en euros constants depuis les années 2000, quand on reprend l'ensemble des comptes, quand on reprend les comptes de l'agriculture. Voilà, donc pareil pour les aides au bio, je ne sais pas si vous êtes au courant, les aides au maintien en bio, le cofinancement national a sauté en 2018 et pour la future réforme, il n'y aura plus d'aide au maintien en bio du tout, puisque les régions compensaient quand même depuis 2018 certaines régions, dont l'Île-de-France par exemple, et là comme c'est en plus, c'est remonté parce qu'il y a une forme de renationalisation et on enlève des marges de manœuvre aux régions dans la future réforme, et bien cette fois-ci, il n'y aura plus d'aide au maintien en bio du tout. Donc certes, il y a des aides à la conversion qui restent, mais il n'y a plus d'aide au maintien en bio. Donc voilà, pour vous dire que les arbitrages là montrent clairement que cette tentative de compromis néolibéral vert, en tout cas, est en train de tomber à l'échelle nationale. J'expliquerai pourquoi il faut maintenant réfléchir à l'échelle nationale dans quelques minutes. Et une autre tentative de verdissement, ça a été de fixer des conditions environnementales sur les aides du premier pilier, celles qui sont versées par hectare. Mais là aussi, en fait, c'est globalement, il n'y a pas de nouvelles contraintes environnementales. De manière générale, d'ailleurs, les compromis, enfin les intérêts néo-mercantiles sont toujours arrivés, en tout cas en France, à faire en sorte que ces contraintes n'agissent pas ni de manière sociale ni de manière environnementale sur la production, en tout cas le moins possible. N'agissent pas ou très peu sur les contraintes, sur les pratiques productives. Et au contraire, joue de cette mise en concurrence, joue de la mise en concurrence internationale pour demander moins de contraintes sur le plan environnemental ou social. D'ailleurs, en témoigne le fait que on a, disons les dépenses
Les exonérations fiscales et sociales dans le secteur agricole sont de plus en plus importantes. On a 10 milliards d'aides PAC, mais il ne faut pas oublier qu'on a 4 milliards liés aux exonérations sociales et fiscales, rien que dans le secteur agricole. Et c'est de plus en plus important. En fait, plus le budget de la PAC diminue, plus on a d'exonérations sociales et fiscales sur les exploitations agricoles. Voilà, et puis dernier élément de tentative de verdissement qui tombe, en fait, finalement, avec une reconstitution d'un compromis autour des intérêts néo-mercantiles et néolibéraux, c'est la question de la redistribution des aides, puisque les aides depuis les années 90, dans la plupart des pays, dont la France, ont été basées sur, grosso modo, je ne vais pas vous faire le détail, mais sur la production, le volume de production, enfin, par hectare, par travailleur et par animal, c'est-à-dire que plus on produit par hectare, par animal et par travailleur, plus, grosso modo, on reçoit d'aides PAC par hectare. Il faut savoir que quand on a découplé les aides, dans la plupart des pays, on demandait des références historiques, c'est-à-dire qu'on a figé les inégalités d'aide entre exploitations agricoles, ce qui fait qu'aujourd'hui, d'une exploitation à une autre, pour une même production, on peut gagner, on peut passer du simple au double en matière d'aide par hectare. Et le syndicalisme agricole majoritaire en France a toujours réussi pour l'instant à freiner autant que possible, pas autant que possible quand même, hein, mais en tout cas à freiner cette redistribution des aides, ce qui fait qu'on, même si les écarts ont été amoindris, sur demande d'ailleurs de la Commission européenne, ces écarts restent. Donc il y a eu différentes tentatives de redistribution à certains moments, mais alors avec la future réforme, les choses sont très claires, puisque un des objectifs de la future réforme et l'application nationale, c'est de ne pas modifier les distributions d'aide. D'ailleurs, vous avez, bon, si j'ai le temps tout à l'heure dans le débat, je vous montrerai, il y a 2 graphiques de simulation du ministère qui sont énormes et qui sont leurs 2 graphiques principaux pour montrer qu'il n'y aura pas de redistribution, quasiment pas, entre production et entre départements. Et c'est le but de la future réforme, c'est de ne rien changer ou presque. D'ailleurs, il dit, enfin, bon, dernier élément sur la dernière réforme, c'est que ce qui aurait dû être l'élément qui verdit, c'est ce qu'on appelle l'éco-régime, qui est censé être une avancée de plus sur une partie des aides en termes de conditions environnementales. Et l'éco-régime, en fait, de toute façon, je n'ai pas le temps de détailler, mais grosso modo, la phrase du ministère qui est le plus important à retenir, c'est « cet éco-régime doit être accessible à tous les agriculteurs ». Donc à partir de là, en fait, on a un éco-régime qui... voilà, dont les conditions, il y a plusieurs voies, permet à quasiment tous les agriculteurs d'y accéder. Et le pire, ça a été le fait qu'on mette sur le même plan ce qu'on appelle la haute valeur environnementale et le bio, qui est une façon en fait d'afficher le fait que le bio serait à la même hauteur en termes de pratique, ou en tout cas vaudrait la même chose que ce qui est appelé la HVE, qui est en fait beaucoup moins contraignante. C'est d'ailleurs l'autorité environnementale qui conclut là-dessus. Voilà, je n'ai pas le temps de développer sur les restes, simplement pour vous dire qu'on a aujourd'hui donc une PAC qui était censée être verdie, mais qui était beaucoup du greenwashing, et qui finalement n'est même plus, il n'y a même plus de tentative de greenwashing. Deuxièmement, je pourrais l'aborder dans le débat, qui a toujours exclu quasi complètement la question de la dimension sociale à l'échelle communautaire et dans une moindre mesure à l'échelle nationale. Et enfin, une PAC, je le disais, qui donne de plus en plus de marge de manœuvre aux États membres pour différentes raisons, mais qui aboutit à quelque chose, qui aboutit en fait à un dumping environnemental et social, puisque évidemment, dans la future réforme, je m'arrêterai là-dessus, dans chacun des pays, le syndicalisme agricole majoritaire a beau jeu de dire que, eh bien, on ne va pas se tirer une balle dans le pied et donc avoir plus de contraintes que le voisin. Et donc, c'est ce qui aboutit aujourd'hui à la version du plan stratégique national français. Il n'est pas question. Donc, autant on pouvait porter des choses à l'échelle communautaire pour essayer d'avoir un cadre communautaire le plus contraignant possible, encore que là, il y avait un double discours, à mon avis, du gouvernement français, qui, en fait, en sous-main, faisait quand même en sorte d'abaisser ces règles, y compris à l'échelle communautaire. Mais une fois qu'on a cette faiblesse affichée, hein, parce que la Commission européenne affiche vraiment comme nouveauté le fait qu'on a de la subsidiarité supplémentaire, un nouveau modèle de mise en œuvre qui donne beaucoup de marge de manœuvre aux États membres. Une fois qu'on a ça, chaque État membre est en mesure de dire nous, écoutez, excusez-nous, mais on ne va pas faire plus que les voisins et puis pénaliser nos propres agriculteurs, puisqu'on est resté dans cette vision néo-mercantile de mise en concurrence et de compétitivité par la baisse
des contraintes sociales et environnementales. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'ai déjà été trop long. Voilà.